On va faire cette première demi-heure d'émission en déchiffrant un petit peu les principales dynamiques du moment en termes de gestion du patrimoine. Je suis très heureux de recevoir Wilfried Galland, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel, qui a l'habitude d'être chez nous et qu'on retrouve avec plaisir sur ce plateau. Bonjour Wilfried. Bonjour Antoine. Avec nous également Jean-Baptiste Nessy, directeur adjoint du Wealth Management Europe de CNP Assurance. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être en direct avec nous dans Tout pour investir. L'événement, Gorka González Garcia, directeur activité retail BPI France. On a plein de questions à vous poser. Bonjour. Bonjour Antoine, enchanté. Bonjour. Et enfin, Benoît Lefebvre-Morel, responsable juridique et conformité chez Suravenir. Ben oui, conformité, responsabilité, c'est aussi des concepts qui animent votre gestion de patrimoine au quotidien et on va décortiquer les dernières actualités sur le sujet avec vous. Je vais peut-être commencer avec vous, Wilfried Galland. Je le disais, double embrouille pour simplifier les choses. Un contexte économique extrêmement changeant et j'ai l'impression qu'on se répète d'année après année, on est à une année pivot, on est à une année charnière. Là, bon, c'est la double charnière, c'est-à-dire que non seulement il y a des incertitudes au niveau international, plein, au niveau économique, au niveau géopolitique, mais on a aussi nos propres problèmes à nous, avec véritablement l'impression que la tête de l'État est en train de regarder ailleurs alors qu'il y a le feu à la maison du côté de la gestion de notre patrimoine et de nos économies. Disons que ce qu'on voit, c'est que quand on regarde l'économie mondiale, tout va très très vite. Les changements, les interrogations, parfois les accélérations, et tout va très très vite pour l'innovation, pour la croissance, pour créer en fait la prospérité future et les conditions de la prospérité future. Et on a l'impression que dans notre pays, on ne s'intéresse pas tellement à comment créer les conditions de cette prospérité, comment accélérer la fameuse croissance potentielle dont nous avons besoin. Mais effectivement, on s'intéresse à la façon de se partager un gâteau de manière à permettre de combler les quelques trous qu'on a pu identifier qui sont de plus en plus grands. Et c'est vrai que ce décalage entre la situation internationale, la situation de marché, l'enthousiasme aussi qui peut arriver sur toutes les innovations, tout ce qui est en train de se passer, on en reparlera, mais les résultats d'NVIDIA par exemple ont été absolument extraordinaires. Et donc quand on a des progressions de 60% tous les ans, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et en parallèle, on a l'impression qu'on ne regarde pas les vrais sujets. C'est ça, je pense, qui est le plus perturbant, c'est-à-dire que le vrai sujet français qui est comment j'augmente la croissance potentielle nécessaire pour supporter le niveau de dépenses sociales que souhaitent nos compatriotes, ce sujet-là n'est pas abordé. Et tant qu'on en sera là, effectivement, il y aura cette frustration, parfois même cet énervement d'un certain nombre d'acteurs économiques. Alors évidemment, on va parler aux hommes du métier qui sont autour de cette table, qui voient ça au quotidien. Jean-Baptiste Nessy, vous êtes le directeur adjoint du Wealth Management Europe de CNP Assurance. Au milieu de ce contexte vraiment très très compliqué, comment vous organisez-vous? Comment sentez-vous la clientèle et comment vous adaptez-vous aux besoins de la clientèle dans ce contexte toujours aussi compliqué et peut-être même doublement compliqué? Une question très importante parce que l'organisation qu'on a adoptée, c'est une organisation qui vise à offrir à nos partenaires un dispositif à la fois complet, agile et performant. Et dans ce sens-là, on a créé, il y a une dizaine d'années, on a créé CNP Patrimoine qui adresse le haut de gamme en assurance vie, en capitalisation auprès des banques privées, des family office. Et ce qui est particulièrement important sur ce type de clientèle, c'est la qualité de la gestion, mais également de l'innovation qu'on peut apporter. Je pense notamment à l'innovation sur les UC. CNP Assurance est un groupe très très important avec des liens très forts avec des sociétés de gestion. Et donc cette surface financière qu'on a nous permet de construire avec les sociétés de gestion des unités de compte exclusives que nous sommes en mesure donc de proposer à nos partenaires. J'en pense à deux unités de compte que nous avons récemment lancées, une sur la thématique de la sécurité défense et une autre sur l'infrastructure. Alors bien sûr, on va en parler avec BPI France et vous, Gorka González Garcia. C'est quelque chose de nouveau, bien sûr, depuis la fin de l'année dernière. On sent que ça se réveille du côté de la défense. On sent que ça se réveille du côté de la souveraineté. Ce sont deux aspects critiques qui sont adressés par BPI France.
avec en plus l'ultime nouveauté qui est la popularisation du private equity. Et vous êtes vraiment au confluent de ces deux dynamiques. Comment sentez-vous le marché? Est-ce que, avec un an de visibilité, avec quelques semaines, quelques mois de l'ouverture de ce fonds dont on a beaucoup parlé, BPI France Private Equity concernant la défense, est-ce que vous sentez que c'est une dynamique de marché qui marche auprès de la clientèle et qui, en plus, apporte de la visibilité justement au milieu de ce flou? Alors, très clairement, pour répondre à votre question, on a lancé le fonds il y a le 14 octobre, ça fait un peu plus d'un mois. Aujourd'hui, on a déjà plus de 3000 investisseurs qui, de façon autonome, sont allés sur Internet à partir de 500 € et ont souscrit au fonds BPI France Défense, ce qui fait déjà 15 millions d'euros collectés auprès des Français. Comme vous le disiez, c'est très important. Ça s'inscrit dans notre ambition stratégique de démocratiser l'accès à la classe d'actifs, qui est aujourd'hui mal connue des Français, qui sont très peu exposés et qui est mal maîtrisée, voire par les intermédiaires financiers. Donc ça s'inscrit dans cet enjeu stratégique de rendre la classe d'actifs accessible avec nos ingrédients habituels, des portefeuilles très diversifiés et des fonds qu'on lance à destination des particuliers grâce à la boîte à outils de BPI France, qui est une des plus grandes sociétés de gestion en France sur le non-coté, puisqu'on gère 60 milliards d'actifs non cotés et on a plus de 300 experts professionnels de l'investissement. Chose qui est peu connue des Français, puisque BPI France est avant tout la banque des entrepreneurs. Tout à fait. Wilfried, au milieu de toutes ces dynamiques, est-ce que vous sentez que on n'a pas une bipolarisation entre une économie américaine qui est en train de complètement s'axer autour des développements de l'IA et une économie européenne qui, au contraire, elle est complètement axée du côté des considérations de défense et de souveraineté? Est-ce que vous pensez que c'est pas une sorte de bifurcation qu'il va falloir surveiller ces prochains mois? Alors, d'une certaine manière, oui, mais plutôt par absence ou en tout cas par limitation d'accélération dans le domaine de la pure technologie du côté européen, plutôt que dans le domaine de l'absence des problématiques de défense du côté américain. Oui. On a du côté de l'industrialisation et du côté du tissu industriel américain, on a quand même une accélération extrêmement forte de prestataires qui sont extrêmement sollicités pour monter en cadence sur un certain nombre d'outils extrêmement importants pour justement le réarmement du tissu militaro-industriel américain. Ce qui me frappe effectivement, c'est que on a à juste titre mis l'accent sur l'industrialisation, la souveraineté, la défense. Il est très important que l'Europe n'oublie pas la partie innovation et certains pans technologiques sur lesquels on est capable d'agir et sur lesquels on se rendra très vite compte que sans cela, on va quand même avoir énormément de problèmes pour justement développer notre souveraineté et l'assurer si on n'arrive pas à avoir cette partie technologique maîtrisable, éventuellement avec des échanges. Il ne s'agit pas de miser sur une autarcie qui serait totalement illusoire, mais cette partie innovation, quand on voit l'accélération américaine, il faut que l'Europe soit capable effectivement de réagir, et la France en premier lieu. Gorka González Garcia, on parle de cette problématique de défense qui est liée d'une manière ou d'une autre à la souveraineté. J'insiste sur le fait que le private equity est peut-être une solution pour dynamiser les entreprises, dans le sens où on parle secteur de la défense en France, on pense tout de suite à Dassault, à Thales, etc. Alors que 90% du tissu industriel français consacré à la défense, ce sont des petites entreprises, des PME souvent familiales, à l'implantation très locale. Le private equity, là, c'est un outil de rêve pour pouvoir investir et unifier les volontés autour de ce tissu. Alors, je me permets de revenir sur le point, c'est complémentaire l'innovation et la défense. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ce qu'on appelle les 4500 entreprises de la base industrielle et technologique de défense, qui sont des PME, comme tu le dis, sont des entreprises duales. C'est-à-dire qu'elles font en moyenne 20% de leur chiffre d'affaires à la défense. Donc on voit bien que les problématiques d'innovation, une innovation, nous par exemple, le fonds, un des sous-jacents est le fonds d'innovation défense qui investit exclusivement dans des startups, des entreprises late stage. C'est de la technologie qui peut être utile dans le monde civil, mais également dans la défense, comme des capteurs, comme des drones, et ainsi de suite. Pour revenir, effectivement, le private equity est un outil formidable pour injecter directement du financement
dans ces entreprises de la BITD. On a fait une étude chez BNP Paribas, chez BPI France, pardon, petit lapsus, mon ancien employeur. Okay. On a fait une étude qu'on a publiée récemment. Ces entreprises vont avoir besoin de 10 000 milliards d'ici 2030, 10 milliards en dette, 5 milliards en fonds propres, pour assumer une cadence, un taux de croissance à peu près 8% par an. Si on veut élever les dépenses militaires, comme cela est prévu dans la loi de programmation militaire, et compte tenu des nouveaux objectifs de l'OTAN. Le private equity est un formidable outil parce qu'on arrive dans cette partie fonds propres. On va arriver dans cette partie de renforcement des fonds propres à hauteur de 5 milliards. Et par ailleurs, pour expliquer au public, le private equity, quand on investit 1 euro, c'est 1 euro qui va dans les fonds propres des entreprises. On est d'accord, oui. Le capital coté, à moins d'avoir une augmentation de capital, c'est plutôt un échange de titres entre porteurs. Le private equity est un outil magnifique pour financer directement ces PME qui vont avoir besoin de fonds propres dans les 5 prochaines années. Jean-Baptiste Nessy, au milieu de ces nouvelles problématiques qui semblent, et on le voit, intéresser les investisseurs, est-ce que la défense, la souveraineté, ça devient une partie intégrante de votre stratégie pour adresser la clientèle? Oui, tout à fait. Et c'est bien dans ce sens-là que les lancements qui ont été faits récemment de ces unités de compte trouvent tout son marché. Je vous donne quelques chiffres sur l'activité patrimoniale de CNP en Europe. On a déjà collecté, depuis le début de l'année, 8 milliards d'euros, donc 40% d'unités de compte. Et des unités de compte qui, pour partie, sont orientées vers le private equity. Et donc, c'est une réponse, notamment avec les enjeux fiscaux, dont on parlera peut-être après. Évidemment. C'est une réponse à ce contexte-là. Tant qu'on y est, parlons-en, les enjeux fiscaux. Là, on a quand même un nombre de coups de boutoir qui sont faits à nos possibilités de gérer correctement notre patrimoine. C'est du sans précédent. Là, on en est à une idée par jour qui rabat un petit peu les cartes d'un certain nombre de classes d'actifs. J'allais dire, quel est votre état d'esprit chez CNP vis-à-vis des demandes de la clientèle qui doit forcément être un peu inquiète, hein, on en parle tous les jours, mais j'allais dire, quelle est votre stratégie pour vraiment faire décanter tout ça et donner de la visibilité? Alors, 2 éléments d'abord sur le contexte. Les débats budgétaires, ils sont encore en cours. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est prématuré de tirer des conclusions définitives. Mais c'est peut-être l'occasion aussi de faire le point. Alors, moi, je vois un risque à la situation actuelle. Comment on peut qualifier les 1700 milliards de fonds euros improductifs, alors même qu'ils sont investis à plus de 55% directement dans les entreprises, sous forme d'equity, sous forme de dette, et à plus d'un tiers dans la dette souveraine. Il y a 2 risques, 2 conséquences dommageables que j'identifie. C'est que les assurés s'orientent vers des classes d'actifs plus risquées. Alors, ce n'est pas un risque en soi, mais comme vous le dites souvent dans votre boîte à outils, oui, ce n'est pas la fiscalité qui doit guider l'investissement. Exactement. Et l'autre risque, c'est une réorientation des flux vers l'étranger. Donc, à la fois sur le sujet de la stabilité financière et sur le financement de l'économie réelle, on voit qu'on est à l'extrême opposé de l'objectif recherché. Wilfried, c'est vrai que j'y repense depuis la rentrée. Bon, on a parlé Luxembourg, on a parlé or, on en parle 1 fois par jour à peu près. Là, c'est le premier jour, et c'était ce matin, où les intervenants du déchiffrage, Marion Chapelle-Massot, pour ne pas la nommer, de Carion, et Stéphane Van Nuffel, ont voulu aborder le sujet qui n'est plus tabou, de l'exil fiscal. Je veux dire, il faut quand même prendre conscience qu'on en est là du côté de l'épargnant français. Évidemment, on va parler des très très gros épargnants et des très très grosses fortunes, mais c'est quelque chose qui fait son chemin et c'est j'aime pas l'expression wording, mais qui commence à infuser un petit peu partout quand on veut organiser son patrimoine de manière cohérente et face à des incertitudes qui ne veulent pas pour l'instant se dissiper. Je pense qu'il se développe effectivement dans notre beau pays un climat d'angoisse de l'épargnant. Et ce climat d'angoisse peut pousser parfois à des solutions assez extrêmes. Mais il faut faire très attention parce que ça souligne
la méconnaissance profonde d'un certain nombre de décideurs sur le fait que lorsqu'on veut augmenter, justement, on en parlait au début de cette intervention, on en parlait, la fameuse croissance potentielle. Quand on veut augmenter la croissance potentielle et qu'on ne veut pas augmenter la quantité de travail dans l'économie, parce que c'est bien que nos compatriotes, à chaque fois qu'on imagine des dispositifs pour travailler davantage, ça les enthousiasme moyennement. Donc il faut augmenter la productivité. Quand on doit augmenter la productivité, on a besoin de capital. On a besoin de patrimoine. Et le jour, en fait, où ce patrimoine s'en va, des fonds comme celui de la BPI sur la défense aura beaucoup de mal à soulever de l'argent de contribuables qui seront partis s'expatrier dans des pays qui auront moins de liens avec la France et peut-être même moins de liens avec l'Union européenne. Donc c'est très important de retrouver cet équilibre qu'on a probablement perdu dans les discours politiques aujourd'hui, pour montrer que certes, effectivement, il y a besoin de justice, de solidarité et une croissance qui soit partagée, mais on a d'abord et avant tout besoin de croissance. Et pour ça, on a besoin de patrimoine, on a besoin en fait qu'on aime l'épargne. Et un des soucis qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on valorise énormément la consommation, mais dans les discours en tout cas, on a l'impression que dans certains discours, on n'aime pas l'épargne et donc on n'aime pas l'épargnant. On en a besoin. On a besoin de capitaux en France si on veut continuer à faire société. Et ça, effectivement, il faut que ça rentre, peut-être au forceps, ça va finir par rentrer, mais dans le capital intellectuel, peut-être là aussi un petit peu faible aujourd'hui, d'un certain nombre de décideurs politiques. Il va falloir qu'on fasse notre boulot, hein, expliquer. Voilà, et donc on fait le boulot grâce à vous et grâce à cette société en particulier. Oui, Gorka, vous vouliez ajouter quelque chose? J'ajoute, il faut aimer l'épargne financière, l'épargne long terme. Cette épargne qui va permettre de financer le capital productif, le tissu de PME, ETI de proximité réelle française et européenne. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on continue, nous acteurs de l'écosystème, de prôner cette pédagogie, d'expliquer les avantages, les risques des classes actives dans une approche de diversification patrimoniale, mais je pense qu'on a besoin de sérénité effectivement et de rassurer l'épargnant. On n'a jamais eu autant de questions nous sur la fiscalité depuis le lancement. Évidemment. Sur la fiscalité du PEA, puisqu'on a des parts éligibles au PEA, au PEA PME, au compte titre ordinaire, à l'assurance vie bien sûr. On n'a jamais eu autant de questions sur la fiscalité. Benoît Lefebvre-Morel, je voudrais faire un focus avec vous parce qu'on parle donc de ce grand bazar fiscal auquel on assiste, qui a des conséquences sur la manière dont on envisage l'épargne, sur la manière dont les professionnels du capital travaillent l'épargne. Il y a aussi d'autres types de contraintes, les contraintes de conformité, les contraintes comptables. Et là, on a un paysage qui bouge beaucoup aussi et qui a son importance. Est-ce que vous pouvez rappeler peut-être les points clés qui posent question en ce moment? Bien sûr. Déjà aujourd'hui, on a un environnement qui était stable depuis DDA, depuis 2018, qui est l'environnement qui accompagne à la fois le distributeur et l'assureur sur la création des contrats, d'une part, et sur leur distribution. Et par rapport à cela, l'ACPR établit en fait des règles qui sont des cadres de bonne conduite, voire, et là c'est plutôt le cas sur la dernière, qui sont des conséquences de mauvaises pratiques. Mais de mauvaises pratiques par aussi, et je rejoins ce que mes collègues disaient, par rapport à des messages qui sont quelquefois un peu brouillés, oui, par une méconnaissance de la matière ou une vue à très court terme, et non pas en oubliant de se projeter justement. Oui, voilà, en réagissant au quart de tour. Exactement. Et en prenant de mauvaises décisions, oui, avec des impacts qui peuvent être très très négatifs. C'est ça. Et on oublie que le courtier en assurance est en face à un client qui a des problèmes de fiscalité, des problèmes de gestion de sa retraite, de transmission de patrimoine. Et par rapport à cela, il faut se conserver néanmoins des preuves que le conseil a bien été apporté, au-delà des supports d'investissement qui sont essentiels pour évaluer un besoin, mais également de s'assurer que le contrat d'assurance va être approprié aux besoins. Tout à fait, et pour le coup, l'ACPR émet une dernière recommandation qui va être publiée au 31 décembre de cette année, qui rentre en vigueur et qui vient renforcer les règles justement du recueil d'informations. Alors on pourrait y voir quand même une vision assez positive dans la mesure où par des contrôles sur place, elle a constaté que certains courtiers ne prenaient pas suffisamment le temps de formaliser le conseil qui était donné et pour le coup fragilisaient leur position et leur opportunité dans le temps. Donc c'est ce qu'ils essaient de faire en disant prenez le temps en tout cas de recueillir l'information et de matérialiser le consentement du client. Et ça, on en mesure difficilement l'impact quand on est épargnant, mais c'est un problème extrêmement structurel. Alors c'est un vrai problème parce que les questions qui sont attendues par la CPR peuvent être perçues comme très intrusives.
par rapport à l'emploi qui est fait, même si on peut comprendre que le besoin est là. Et justement, il faut réussir pour le courtier en fait à avoir une vision triangulaire entre la complexité du produit, du contrat, le besoin du client et essayer de poser les bonnes questions Bien sûr. qui permettent de se dire dans 5 ans après on est toujours d'accord ou au contraire, comme la CPR le prévoit, on remet à Quelque jour chose à notre faire. connaissance client. Ouais, exactement. Jean-Baptiste Nessy, on parlait de exil fiscal. On parlait de... Souvent, il y a aussi une méconnaissance et une sorte de confusion qui est faite entre les produits d'assurance vie luxembourgeois et exiler ses capitaux au Luxembourg. Pour clarifier les choses, vous, par exemple, CNP, vous avez une passerelle avec le Luxembourg qui est tout à fait transparente et qui adresse un certain nombre de ces difficultés. Exactement. On a une passerelle, un point d'entrée commun, et c'est une grande force de notre modèle d'avoir ce parcours unifié pour les courtiers, pour les banques privées, un parcours unifié entre la France et le Luxembourg. On ne parle pas d'évasion fiscale parce que la plupart du temps, nos clients sont des résidents fiscaux français, et c'est juste qu'ils bénéficient notamment du triangle de sécurité luxembourgeois et aussi d'une offre d'UC beaucoup plus complète et en termes de financement de l'économie réelle, beaucoup plus pertinente. Notre modèle permet d'unifier ces parcours et ce point-là, juste pour revenir sur la genèse de notre plateforme digitale qui est pour les CGPI, c'est que nous, on a construit cette plateforme en co-construction avec un club utilisateur de conseillers en gestion de patrimoine. Et c'est eux qui nous ont dit on a besoin de ce parcours unifié. Donc on a cherché à coller au plus proche des besoins de nos partenaires. Et on voit aujourd'hui que c'est un point absolument différenciant. Vous voyez, on rejoint les 3 mots-clés de ce TPI l'événement. Innovation, responsabilité. Et au milieu de tout ça, il y a la performance. Donc, on s'y retrouve. Wilfried Galland, je vais faire confiance aussi à votre sentiment de marché. C'est courageux. Voilà. Vous sentez... Parce que parallèlement, c'est aussi ça qui rend passionnant le fait d'animer des émissions comme Tout pour investir, parce que vraiment, on s'instruit aussi bien sur la technique que sur l'état d'esprit à un instant T, aussi bien de l'épargnant que de ceux qui travaillent l'épargne. Et moi, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est qu'à la fois, on a des épargnants de plus en plus inquiets et en même temps de plus en plus aptes à prendre du risque, à aller sur les petites applications, s'exposer au marché actions via les ETF, à aller chercher de la performance du côté des cryptos, par exemple. On sent une certaine ambivalence de la part des investisseurs et vous la ressentez sur le terrain ? Alors, en fait, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, il y a un analyste qui a une très belle expression qui disait en fait, on a l'impression que le marché est rempli de pessimistes totalement investis. En anglais, ça donne fully invested bears. C'est-à-dire qu'il y a une certaine nervosité partout dans le monde. Il y a une nervosité aux États-Unis sur la valorisation, sur parfois peut-être une certaine exubérance autour d'un certain nombre de domaines de la cote. Et en parallèle, l'innovation est tellement forte et les promesses finalement sont tellement concrétisées dans les résultats de beaucoup d'entreprises que si on n'est pas dans ce mouvement-là, on rate le train. On rate l'opportunité d'investir. Je reprends ce qui venait d'être dit sur effectivement l'opportunité d'investir dans des secteurs comme la défense. Quand vous ratez ce train-là, à un moment donné, le train il est parti. Donc il faut y aller. Et effectivement, on voit beaucoup aujourd'hui sur les marchés, à la fois une certaine nervosité qui est alimentée par beaucoup de notes aujourd'hui qui tout le monde est surinformé aujourd'hui. Donc tout le monde a peur d'une certaine manière, mais on voit que ça fonctionne. Et on voit qu'à la fin, effectivement, vous connaissez une de mes phrases favorites. À la fin, vous avez les optimistes et les pessimistes. Les pessimistes font de l'audience et les optimistes font de l'argent. Ouais. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et donc, on est dans ce moment-là. Et c'est finalement assez rassurant de se dire que celui qui fait confiance à l'innovation, à l'entrepreneuriat, à celui qui est capable de s'adapter, à la fin, c'est quand même celui qui retire les marrons du feu et pas celui qui est resté un peu en arrière en disant attention, tout va péter. On va essayer de terminer quand même sur une note positive. Mais absolument. Et puis, je vais retenir aussi une de vos phrases fétiches. Quand on parle de géopolitique et d'économie, celui qui a raison, c'est celui qui a le plus grand nombre de porte-avions. La défense, on y revient. Et ce sera forcément
la thématique qui va dominer les derniers mois de cette année, le début de l'année prochaine et sans doute les 10 prochaines années. On en a trop besoin. Et est-ce que vous ne pensez pas justement que, bon, on a vu des gros efforts de visibilité de la part de BPI France à propos de ce fonds de private equity, mais à propos de l'investissement dans la défense en tant que tel, je sais pas, je pense aux vieilles lunes de l'emprunt de guerre, que le citoyen investisse lui-même de sa propre poche dans la défense de son pays, c'est quelque chose de légitime, c'est quelque chose qui commence à être reconnu par l'ISR. Est-ce que vous ne pensez pas que nos pouvoirs publics pourraient faire un petit coup de pouce en plus en matière de visibilité, qu'on puisse avoir toutes les informations possibles et toutes les perspectives possibles pour pouvoir investir dans la défense, justement? Alors, tout d'abord, rappeler que le fonds de défense, BPI France Défense, n'est pas un livret, c'est un fonds qui comporte un risque de perte en capital. C'est un investissement long terme avec une période de détention de 10 ans. Mais c'est important parce que souvent, l'AMF avait mandaté une étude à l'OCDE. Beaucoup d'investisseurs surestiment leurs connaissances. Donc c'est important aussi de rappeler ces investissements long terme, ces investissements qui sont illiquides. Donc on décide quand on rentre, mais souvent on ne décide pas quand on sort. Private equity oblige. Et private equity oblige. Et sur la défense, c'est un secteur d'innovation et industriel. Bien sûr, c'est une tendance lourde des 10-15 prochaines années. Malheureusement, compte tenu de la géopolitique, depuis février 2022, ça s'est confirmé. Compte tenu du possible désengagement des États-Unis. Donc on croit que c'est une tendance lourde qu'il va falloir jouer, malheureusement, les 10-15 prochaines années. Il y a d'énormes besoins d'investissement en fonds propres et qu'on a un beau tissu de PME en France pour jouer cette thématique-là. La bonne nouvelle, sur beaucoup de PME qui ne sont jamais ouvertes à du capital externe, à du private equity, c'est là où il y a de la création de valeur. C'est là où les fonds de private equity peuvent intervenir dans une approche win-win pour créer de la valeur. Gorka González Garcia, directeur activité retail de BPI France. Merci d'avoir été en direct avec nous. Jean-Baptiste Nessy de Wealth Management, CNP Assurance, Benoît Lefebvre Morel de Suravenir et Wilfried Galland, bien sûr, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. Merci d'avoir animé ce déchiffrage tout spécial. TPI, l'événement continue.